Septembre 1939. L'Europe plonge dans le plus grand conflit de l'histoire. Alors que des villes entières sont réduites en décombres, alors qu'Hitler avance implacablement sur le continent et que Churchill jure de résister jusqu'à la dernière goutte de sang, il existe un endroit où la vie continue, où les cafés restent ouverts, où les espions des deux camps boivent dans le même bar, où les réfugiés trouvent la dernière porte de sortie vers la liberté. Le Portugal. Mais comment ? Comment un petit pays, au bout de l'Europe, gouverné par un dictateur, a-t-il réussi à traverser la Seconde Guerre mondiale sans un seul coup de feu tiré sur son territoire ? La réponse ne réside pas dans des armées puissantes ou des murailles impénétrables. Elle se trouve dans l'une des manœuvres diplomatiques les plus brillantes et les plus controversées du XXe siècle. 1er septembre 1939. António de Oliveira Salazar, l'homme qui gouverne le Portugal depuis plus d'une décennie, reçoit la nouvelle. L'Allemagne a envahi la Pologne. La Seconde Guerre mondiale vient de commencer. Salazar n'était pas un général tonitruant ni un leader charismatique. C'était un ancien professeur d'économie, ascétique, solitaire, obsédé par les chiffres et la stabilité. Et à cet instant, il fait face à un problème mathématique impossible. Comment maintenir le Portugal hors d'une guerre sur le point d'engloutir toute l'Europe ? Le Portugal possédait l'alliance militaire la plus ancienne du monde avec l'Angleterre, depuis 1373. Plus de 600 ans de traités. Mais il partageait aussi une frontière gigantesque avec l'Espagne de Franco, qui flirtait dangereusement avec Hitler et Mussolini. Et plus encore, il possédait des colonies dispersées en Afrique et en Asie qu'il ne pouvait pas défendre. La solution de Salazar ? Un jeu d'échecs politique si risqué qu'il aurait pu détruire le pays. Il a tout misé sur un mot : neutralité. Mais neutralité ne signifiait pas rester les bras croisés. Cela signifiait jouer avec tout le monde. Dès le premier jour de la guerre, Salazar fait une annonce officielle. L'alliance anglo-portugaise demeure intacte, mais comme les Britanniques n'ont pas demandé notre aide, le Portugal restera neutre. Traduction : nous sommes amis avec l'Angleterre, mais nous n'allons pas nous mêler de cette pagaille pour l'instant. Et c'est ici que commence le génie, ou l'immoralité, selon votre point de vue, de la stratégie portugaise. Salazar ne voulait pas seulement maintenir le Portugal hors de la guerre. Il voulait en tirer profit. Et il possédait exactement le produit dont les deux camps avaient désespérément besoin, le wolfram, ou, comme les Américains l'appelaient, le tungstène. Le wolfram, un métal dense avec le point de fusion le plus élevé de tous les éléments. Mélangé à l'acier, il créait un alliage pratiquement indestructible, parfait pour percer les blindages des chars, produire des canons qui ne fondaient pas sous la chaleur intense, fabriquer des projectiles capables de traverser n'importe quelle armure. Sans wolfram, la machine de guerre moderne s'arrêtait, tout simplement. Et le Portugal possédait les plus grandes réserves d'Europe occidentale, près de 90% de l'approvisionnement du continent. À partir de 1941, quand Hitler envahit l'Union soviétique et perdit l'accès au tungstène chinois, l'Allemagne nazie devint désespérée. Elle avait besoin du wolfram en portugais, l'Angleterre et les États-Unis aussi. Et c'est ainsi qu'a commencé l'une des guerres économiques les plus bizarres de l'histoire. Imaginez, des acheteurs allemands et britanniques en concurrence littéralement dans les mêmes mines portugaises, faisant flamber les prix jusqu'à 1000%. Des paysans pauvres de l'intérieur du Portugal se réveillaient millionnaires du jour au lendemain. Il y avait de la contrebande, de l'espionnage industriel, des agents secrets négociant des tonnes de minerais dans les cafés de Lisbonne. Le Portugal vendait aux deux camps. Salazar maintenait un équilibre délicat, un peu pour Hitler, un peu pour Churchill. Jamais assez pour gagner la guerre, toujours assez pour maintenir l'intérêt des deux. Mais en 1943, lorsque la guerre commença à tourner en faveur des Alliés, la patience britannique s'épuisa. Churchill en avait assez. Il savait que le wolfram portugais alimentait la machine de guerre nazie. Lors de réunions secrètes, le Premier ministre britannique perdit son sang-froid, chose rare pour un politicien aussi expérimenté, et alla jusqu'à écrire à son ministre des Affaires étrangères « Le moment est venu de faire comprendre aux Portugais que cette absurdité doit cesser ». La pression était brutale. Les Alliés menaçaient de bloquer les importations vers le Portugal, de couper les lignes de crédit, voire d'envahir le pays si nécessaire. Et le Portugal ? Salazar joua la carte la plus dangereuse du jeu. Il suspendit les ventes de wolfram aux deux camps. Exactement. Il coupa l'une des plus grandes sources de revenus de l'État portugais par principe. Selon lui, vendre uniquement à un camp violerait la neutralité. C'était un bluff magistral, ou une obstination suicidaire. Probablement les deux. Mais la véritable histoire du Portugal pendant la guerre ne se déroulait pas dans les mines de wolfram. Elle se déroulait dans les bars, les hôtels, les casinos.
Lisbonne était devenue la capitale mondiale de l'espionnage. Réfléchissez, c'était le seul endroit en Europe d'où l'on pouvait prendre l'avion pour New York, Londres ou Berlin. Le seul endroit où un agent britannique et un espion allemand pouvaient s'asseoir dans le même café, et ils le faisaient, à l'hôtel Avenida Palace, au Suisso Atlantico, au légendaire hôtel Palacio d'Estoril. Et c'est ici que l'histoire devient vraiment intéressante. Un officier du renseignement naval britannique, du nom de Ian Fleming, séjourne à l'hôtel Palacio d'Estoril. Il est en mission, surveiller les mouvements des sous-marins allemands dans l'Atlantique. Mais un soir, au casino Estoril, il assiste à une scène qui changerait la culture populaire pour toujours. Un agent serbe nommé Duško Popov, travaillant comme agent double pour les Alliés, s'assoit à une table de baccarat et mise $50 000 sur une seule main. De l'argent qui n'était même pas le sien. L'homme était un playboy, voiture de luxe, maîtresse dans chaque ville, charme irrésistible, tirante avec une précision de champion. Fleming n'oublia jamais cette soirée. Des années plus tard, en créant ses histoires d'espionnage, il avait un modèle parfait. Le nom du personnage ? James Bond, agent 007. Oui, James Bond est né au Portugal, à Estoril, inspiré par un espion serbe qui trompait les nazis tout en buvant du champagne à Lisbonne. Mais tout à Lisbonne n'était pas glamour de casino et espionnage sophistiqué. Pendant que les espions jouaient aux échecs politiques, des milliers de réfugiés arrivaient désespérés dans la ville. Lisbonne était le dernier espoir, la dernière porte ouverte pour ceux qui fuyaient l'Holocauste. Ils arrivaient en train, à la gare de Rossio, venant de la France occupée, de la Pologne dévastée, de l'Allemagne nazie. Juifs, intellectuels, socialistes, artistes, familles entières avec rien d'autre que les vêtements qu'ils portaient. Et c'est ici qu'entre en scène l'un des héros les plus controversés et les moins connus de la guerre, Aristides de Sousa Mendes, consul portugais à Bordeaux. En juin 1940, contre les ordres directs de Salazar, Sousa Mendes commença à signer des visas portugais en masse. Pendant 3 jours et 3 nuits d'affilée, sans dormir, il signa environ 30 000 visas. Il sauva des dizaines de milliers de vies. Salazar le punit, détruisit sa carrière. Sousa Mendes mourut pauvre et oublié en 1954. Mais ces 30 000 personnes survécurent. Elles arrivèrent à Lisbonne, et de Lisbonne, beaucoup réussirent à embarquer pour les États-Unis, pour le Brésil, pour la liberté. Parmi eux, l'artiste Marc Chagall, la collectionneuse Peggy Guggenheim, l'écrivain André Breton, des noms qui ont façonné le XXe siècle. Le Portugal était devenu, simultanément, un refuge pour les victimes du nazisme et un nid d'espions nazis. Mais si vous pensez que Salazar se contentait de vendre des minerais et d'offrir des cafés aux espions, vous sous-estimez le jeu. Le véritable atout du Portugal se trouvait à 1000 km de la côte, au milieu de l'Atlantique, aux Açores. Ces îles constituaient peut-être la position stratégique la plus importante de toute la guerre. Pourquoi ? À cause des sous-marins allemands. Les U-boats nazis détruisaient les convois alliés qui transportaient des provisions d'Amérique vers l'Angleterre. Des millions de tonnes de matériel coulaient. L'Angleterre était au bord de la famine. Et il y avait une zone morte au milieu de l'Atlantique où les avions alliés ne pouvaient tout simplement pas atteindre pour protéger les navires. Les historiens l'appellent Atlantic Gap, le trou de l'Atlantique. La solution ? Une base aérienne aux Açores. Roosevelt et Churchill élaborèrent tous deux des plans pour envahir les îles si nécessaire. L'opération Alacrity était prête, troupes préparées, l'invasion était programmée. Salazar le savait et en août 1943, après des mois de procrastination théâtrale, il finit par céder. Il invoqua l'alliance anglo-portugaise, celle de 1373, vous vous souvenez ? Et permit aux Britanniques d'établir une base militaire à Lajes. Mais avec une condition, uniquement des Britanniques, pas d'Américains. Roosevelt était furieux, Churchill dut servir de médiateur. Il fallut encore 1 an de négociations avant que les Américains puissent finalement utiliser la base en novembre 1944. Et le résultat ? Dans les 3 mois suivant l'ouverture de la base aux Açores, les pertes alliées dans l'Atlantique chutèrent de 5,4 millions de tonnes à 146 000 tonnes. 53 sous-marins allemands furent coulés. Les Açores ont aidé à remporter la bataille de l'Atlantique. Et Salazar ? Il obtint sa compensation. Des garanties sur les colonies portugaises, un armement moderne et la promesse que les Alliés aideraient à expulser les Japonais de Timor. Neutralité, mais avec des avantages.
Mai 1945. La guerre se termine. L'Europe est un cimetière. 60 millions de morts. Des villes entières disparues. Des économies détruites. Des sociétés déchirées. Et le Portugal? Le Portugal est intact. Il n'y a pas eu de bombardement, pas eu d'invasion, pas eu de rationnement extrême comme dans les autres pays. Lisbonne reste illuminée, les cafés restent ouverts, la vie continue. Salazar a réussi. Le Portugal a traversé le plus grand conflit de l'histoire moderne sans tirer un coup de feu. Plus que cela, il en a profité. La balance commerciale portugaise a enregistré des excédents historiques entre 1941 et 1943. Le pays avait des crédits auprès de l'Angleterre. Les réserves d'or ont augmenté. Les historiens estiment que le Portugal a gagné l'équivalent de milliards de dollars actuels pendant la guerre. Ce fut, selon les mots de certains spécialistes, le seul pays européen qui a gagné avec la Seconde Guerre mondiale. Mais à quel prix ? Le Portugal a vendu du wolfram, qui a tué des soldats alliés. Il a refusé des visas à des milliers de Juifs qui ont été tués dans l'Holocauste, bien que certains consuls héroïques comme Sousa Mendes aient désobéi. Il a offert refuge aux espions nazis tout en aidant les Alliés. Était-ce du génie politique ? Du pragmatisme nécessaire ? De l'immoralité opportuniste ? Probablement tout cela à la fois. Pourquoi personne n'a attaqué le Portugal pendant la Seconde Guerre mondiale ? La réponse n'est pas simple. Hitler n'a pas attaqué parce qu'il avait besoin du Portugal comme fournisseur et parce qu'envahir signifiait pousser les Britanniques vers les Açores, qui étaient encore plus précieuses. Une invasion de la péninsule ibérique aurait également nécessité de traverser l'Espagne de Franco, qu'Hitler préférait maintenir comme allié neutre. Churchill n'a pas envahi parce que l'alliance de 600 ans avec le Portugal était politiquement et symboliquement trop importante pour être brisée et parce qu'au final, Salazar a cédé ce dont les Alliés avaient besoin, les Açores et la fin du wolfram pour les nazis. Les États-Unis ont planifié des invasions mais ont toujours été convaincus par les Britanniques d'essayer d'abord la diplomatie. Et Salazar ? Salazar a joué un jeu mortel d'équilibrisme. Il n'a jamais aidé Hitler suffisamment pour provoquer une invasion alliée. Il n'a jamais aidé les Alliés suffisamment pour provoquer une invasion allemande. Il a maintenu l'Espagne neutre grâce au pacte ibérique. Il a utilisé l'alliance anglaise comme bouclier. Il a transformé la faiblesse du Portugal en force. Ce fut l'un des jeux diplomatiques les plus impressionnants et moralement ambigus du XXe siècle. Aujourd'hui, lorsque vous visitez l'hôtel Palacio de Estoril, vous pouvez encore vous asseoir dans le même bar où Ian Fleming a bu avec des espions. Vous pouvez encore jouer au casino où est né James Bond. Vous pouvez encore marcher dans les rues de Lisbonne où des dizaines de milliers ont trouvé le salut, tandis que des milliers d'autres ont été refusés et sont morts. L'histoire du Portugal pendant la Seconde Guerre mondiale est une histoire de survie, de pragmatisme, de génie politique, et de compromis moraux qui suscitent encore aujourd'hui le débat. Dans les échiquiers de la Seconde Guerre mondiale, le Portugal fut un pion qui réussit à atteindre l'autre côté de l'échiquier, intact, plus riche et avec des histoires que Hollywood transformerait en légende. Peut-être que la question n'est pas pourquoi personne n'a attaqué le Portugal, mais plutôt, cela en valait-il la peine ?